Pierre est né en 1980, donc il n'est pas vieux. Bon, diplômé d'une grande école de commerce qui s'appelle l'IPAC Business School, excellente école. Et tu démarres donc dans le business des voitures, c'était en 2002. Alors pourquoi les voitures? Parce que déjà tout petit, tu étais passionné ou c'est le hasard complet, Pierre? Bah, je vais répondre que j'avais forcément une appétence pour le produit, mais on va dire plutôt par hasard. Par hasard, quoi. Par hasard. Alors ton premier job au sein de Audi, tu faisais quoi? Bah, non, mais j'ai démarré dans l'automobile il y a 20 ans et effectivement chez Audi sur la partie plutôt logistique, oui, avec la relation avec les maisons mères, la production. Après, donc tu quittes Audi pour rejoindre le groupe le Volkswagen. Ouais, et tu sais quoi? toujours dans le groupe parce Oui. qu'Audi appartient au groupe Volkswagen, mais sur les 5 marques du groupe Volkswagen et j'étais sur la partie grand compte, donc vraiment orienté client grand compte, donc les entreprises, la mobilité dans les entreprises. Alors après, ça fait plus de 15 ans que tu as atteint ton nirvana professionnel, tu as rejoint Honda, et notamment tu as travaillé pendant plus de 3 ans en Angleterre. Tu as fait quoi là-bas? C'est ça, et ben, j'étais au siège Europe, donc je gérais marché allemand, espagnol, Portugal, France et Italie. Alors aujourd'hui, donc ce groupe Honda, donc toi tu diriges la division voiture pour la C'est ça, France. c'est ça. Le groupe, il réalise combien de chiffre d'affaires? C'est tentaculaire. Ouais, alors au-delà de donner un chiffre d'affaires, je vais plutôt te donner des volumes. C'est premier motoriste au monde, donc on parle de 25 millions d'unités vendues par an. Honda, c'est pas uniquement des voitures, comme tu l'as dit, c'est la moto, mais c'est aussi les produits d'équipement, l'aviation avec Honda Jet, la robotique, les produits d'équipement en tout genre, c'est-à-dire les unités aussi de moteurs. Donc c'est vrai qu'au niveau mondial, c'est assez présent. C'est le numéro 1 au niveau du Douro au monde. C'est le numéro 7 pour la partie voiture. C'est un quart de siècle déjà de technologie embarquée comme l'hybride, par exemple, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Et sur le marché européen, c'est 1% du marché européen. Donc c'est vrai que la présence est plutôt, on va dire, en termes au niveau mondial, grosse présence américaine et asiatique. Et la France, donc dans ce grand concert mondial et européen, donc c'est un pays actuel, en devenir, c'est potentiellement un... Alors, c'est un alignement de planètes, on va dire. Donc grâce à l'orientation qu'on prend maintenant en Europe, la marque Honda trouve maintenant sa place parce qu'on a été pionnier encore une fois sur l'électrification. Et c'est vrai que j'ai coutume à dire qu'on vendait des moteurs essence et hybrides quand tout le monde voulait acheter du diesel. Oui. Et maintenant qu'on nous parle d'électrification, tout d'un coup on devient à la mode, donc tant mieux pour nous. Et ça répond un peu à la question sur la présence d'Honda en Europe. C'est vrai qu'on a toujours été à contre-courant de la réelle demande européenne par rapport à ce qu'on a pu développer sur des marchés comme les marchés américains ou les marchés asiatiques. Donc là, ça se passe plutôt bien pour nous depuis quelques années où, encore une fois, la communauté européenne a décidé de bannir maintenant le moteur thermique à 2035. Ça c'est fini, mais ça ne sera jamais respecté, Pierre. Alors, il y aura un point de passage. En tout cas, quand ils disent 100% électrique, je parle pour l'Europe, encore une fois, et c'est les choix des politiques, c'est pas le choix des constructeurs. Mais ils ont mis aussi l'hydrogène, et c'est là-dessus où, en fait, chez Honda, on est sur la 5e génération de piles à combustible, donc on maîtrise l'hydrogène depuis autant de temps on peut le citer que Toyota, par exemple. Et c'est vrai que les Japonais sont très en avant sur l'hydrogène, beaucoup plus que les marques européennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des possibilités aussi de l'avenir pour la mobilité. Mais l'électrique, là, c'est quand même un peu... Il y a du boulot, non? Parce que ça coûte une fortune, c'est l'autonomie de 3 mètres, enfin, c'est... chaud quand même, non, l'électrique. Comme disait mon président qui est passé nous voir il y a peu de temps, mondial, il disait c'est vrai que se lancer en 100% électrique quand on est le premier motoriste au monde, oui. c'est un peu radical. Donc j'ai envie de répondre et c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit les choses chez Honda, que l'électrique est une partie de la réponse, en tout cas en ce qui nous concerne, et on parle après de carburant vert, d'hydrogène, de plein de technologies qui sont capables de répondre aux attentes de décarbonation. Et c'est vrai que je ne vais pas faire de politique ce soir, mais dire que dans la vie, un seul choix est possible, c'est un peu minimaliste. Voilà. Alors, l'actualité, donc les nouveautés produits, parce que c'est quand même ça qui fait vendre aussi une marque. Ouais. Et vous avez la chance d'avoir un service R&D qui est très important au sein d'Honda. Ouais. Et puis des nouveautés régulières et qui plaisent, Pierre. Alors oui, et justement, ce qui plaît, c'est ce que peuvent aussi s'acheter les gens. Je suis rentré dans l'automobile, je reprends la première question, par hasard, mais après par passion, parce que j'ai jamais pu quitter ce secteur, aussi parce que on touche à quelque chose de très important qui est la mobilité. La mobilité, c'est une de nos libertés précieuses, et ne pensez pas qu'on peut se déplacer en voiture partout dans le monde, c'est faux. Et quand je dis pourquoi en termes de mobilité individuelle, c'est aussi la capacité de pouvoir s'offrir cette mobilité individuelle qui a un coût. Et aujourd'hui, je parle de ça parce que dans cette révolution qu'on connaît,
Il y a une technologie pour l'instant qui arrive à répondre aux attentes qui s'appelle l'hybride et qui est le full hybride. Donc c'est réellement un moteur électrique qui fait avancer la voiture. Le moteur thermique n'est là que pour générer du courant. Et c'est ce qui vous permet donc de ne pas recharger cette voiture, de ne jamais la brancher. Et c'est bien un moteur électrique, encore une fois j'insiste, qui fait avancer la voiture. Et pour répondre à ta question, c'est ça le succès des ventes de Honda aujourd'hui. Ouais. Parce que dans ma gamme, aujourd'hui sur le marché français, il y a un modèle 100% électrique et le reste ce sont que des véhicules hybrides, full hybrides, voilà, qui répondent aux attentes des consommateurs et surtout qui sont abordables. C'est-à-dire que on parle d'une voiture aux alentours des 30 000 euros prix catalogue. Ouais, c'est pas cher. Avant la ristourne. Avant la ristourne, avant des offres locatives, ouais. avant tout ce qu'on veut. Et ce qui permet aujourd'hui voilà, d'être à, pour donner des chiffres, moins de 4 litres, 108 grammes de CO2 sur des voitures qui ont la taille de berline. Donc c'est des belles performances. Donc c'est des belles performances avec 180 chevaux. Et tout ça, dans une technologie maîtrisée, ça fait un quart de siècle, ça fait 25 ans qu'Honda fait l'hybride. Voilà, donc on a démarré voilà, conjointement avec Toyota. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le gros de nos ventes. Et c'est la nouvelle Civic, la star de l'instant, en tout cas sur les ventes hybrides. Et on a 3 nouveaux modèles l'année prochaine. Dis-moi, dans 10 ans, il y aura encore des concessionnaires ou pas? Bien sûr. L'avenir de la mobilité est local. Je veux dire, on ne fera pas de mobilité si on n'est pas capable de répondre aux attentes des clients au niveau local. Donc sans concessionnaire, l'industrie est forcément morte. Quand je dis concessionnaire, c'est un point de contact avec le consommateur final, parce qu'une voiture reste technologique, une voiture reste compliquée, une voiture a besoin d'après-vente. Voilà, si je fais un parallèle, on en parlera peut-être après de la téléphonie. Voilà, je mets au défi voilà, quelqu'un qui fait tomber son smartphone se précipite chez un réparateur, ouais. Et pourtant on est loin de la voiture en termes d'importance de l'outil. Donc la proximité, en tout cas, c'est indispensable, oui, à la mobilité de demain. Ouais. Alors, est-ce que dans 10 ans, on aura toujours un mondial de l'auto à Paris? Alors ça, je ne peux pas répondre à la question, parce que je n'organise pas le mondial de l'auto, mais en fait, le débat est de savoir est-ce que l'automobile attire toujours les foules. Oui. La réponse est oui. D'ailleurs, il y a une étude Kantar qui a été publiée cet été. La première raison d'achat d'un particulier sur l'automobile, c'est le design. Donc c'est une bonne nouvelle. Et après vient le plaisir de conduire et en tout cas les sensations à la conduite. Je veux dire, l'écologie arrive, mais vraiment bien après dans les critères de sélection d'un véhicule. Ça t'arrange, ça, hein? Non, ça ne m'arrange pas. C'est juste que je reviens à cette singularité de la mobilité, cette liberté. Je pense qu'on est tous heureux et fiers, en tout cas, de pouvoir choisir la manière dont on veut se déplacer et surtout à quoi ressemblera cet outil de mobilité. Voilà. Est-ce que dans 10 ans, on aura toujours Anne Hidalgo à Paris? Bah, la réponse est non, parce qu'à un moment... La référence, c'est que la mobilité est indirecte. Hein. Non, mais la réponse est non, parce qu'effectivement, elle passera la main d'ici là. Ouais. D'ici là, quoi. Est-ce que dans 10 ans, on aura encore de l'industrie automobile en Europe, mon cher Pierre? Ou alors ce sont nos amis chinois qui seront... Il y en a plein qui le disent, hein, il n'y aura plus d'industrie européenne. Hein. Non, mais alors là, je ne réponds plus en tant que patron de Honda, mais aussi en tant que Français et engagé dans ce secteur-là depuis plus de 20 ans. Bien évidemment que la réponse est oui, et il y a même de beaux espoirs et de belles boîtes qui sont en train de se monter. Et encore une fois, j'enlève ma casquette 2 secondes, mais je peux me permettre de le faire parce que j'ai pas de souci par rapport à ça. C'est mais l'expert qui parle. Non, mais je peux même citer des marques. Il y a Opium aujourd'hui qui a fait un très très beau salon de l'automobile, qui est une fierté française. La France, il faut quand même savoir que sur l'hydrogène, on va être le pays avec l'hydrogène la moins coûteuse d'Europe. Oui. Pourquoi? Parce qu'on produira l'hydrogène sur la base du nucléaire. Et ça, c'est un avantage compétitif qui est absolument colossal. Et si la France est capable intelligemment de jouer cette carte, alors des marques hydrogène françaises risquent d'avoir de l'avenir. Parce que l'hydrogène, c'est une technologie fantastique qui permet à un client de recharger en 2 minutes et de faire entre 800 et 1000 km sur nos routes. Et tout ça en rejetant de la vapeur d'eau. Oui, donc c'est plutôt bien. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Le tout est de savoir comment on produit l'hydrogène. Et à quel coût et de quelle manière. Voilà, il y a beaucoup de détracteurs de l'hydrogène sur la fabrication de l'hydrogène, mais je ne veux pas faire de physique, mais H2O séparé H2O, c'est avec un courant électrique, et tout le débat est de savoir comment on sépare, comment on crée cet hydrogène, de quelle énergie. Voilà. Est-ce que c'est une énergie nucléaire? Est-ce que c'est une énergie solaire? Est-ce que c'est une énergie
même maritime, comment dire, même avec le Donc, mouvement de l'eau. Il y a même des gens qui, avec le mouvement des vagues, arrivent à fabriquer de l'hydrogène, peu importe. Le débat est plutôt là-dessus. Honda et le sport, c'est une grande histoire d'amour, mon cher Pierre, hein, au niveau mondial et national. Ouais, alors même si je me bats en interne, parce que j'aimerais bien qu'on le dise un peu plus, d'une manière un peu plus marquée. Mais, alors on le fait aujourd'hui. Voilà, mais il n'y a pas trop, y a personne qui travaille chez Red Bull dans la salle, mais en tout cas Max Verstappen, oui, la Formule 1, 2 fois champion du monde et encore une fois cette année avec un pilote absolument incroyable. Motorisé Honda, on a Pierre Gasly qui gagne le Grand Prix d'Italie. Donc c'est vrai que ça, c'est des moments en Formule 1 qui sont dans l'héritage avec les années Senna, les années Prost, qui sont des années aussi chez Honda, qui ont marqué l'histoire du sport auto. Mais je pense qu'en synthèse, il n'y a pas que la voiture, il y a aussi, tu en parlais de la moto, avec Marc Marquez, on est multiple champion du monde de Grand Prix en moto. C'est la marque aujourd'hui au monde dans les sports mécaniques la plus engagée dans le sport automobile, enfin le sport pas automobile, dans le sport en général. En général, quoi. En général. D'ailleurs, au niveau français, tu fais également des actions presque locales, j'allais dire, et tu as permis de rencontrer quelqu'un qui a gagné de mémoire 23 grands chelems au tennis. Ouais, Stéphane Audet. Voilà, on t'a donné la réponse, donc maintenant c'est fini. Mais donc il y a un Français qui a gagné vraiment 23 grands chelems, dont 19 en double de mémoire. C'est ça. Tu nous racontes un peu l'histoire de ce garçon qui a. Non, mais Stéphane Audet, c'est pourquoi je n'arrive pas à quitter l'automobile, parce qu'à un moment, c'est une histoire d'homme, et quand je dis d'homme, avec un grand H, hein, donc je ne fais pas de discrimination, c'est autant des femmes que des hommes, bien évidemment, mais il y a un vrai lien dans ce métier-là qui fait aussi parfois des belles rencontres, comme Stéphane. Et Stéphane Audet, c'est aussi l'histoire d'un vétérinaire qui perd sa jambe en moto, et qui se retrouve en fauteuil roulant et qui se met finalement à se mettre au tennis, qui était sa passion avant qu'il ait cet accident. Alors, il joue au golf, l'histoire est très belle. Hein. Il est en train de jouer au golf avec un certain Johan Cruyff. Donc c'est pas n'importe qui, on ne joue pas au golf avec un Pékin, c'est quand même Cruyff. Et voilà, et il devient numéro 1 mondial et il gagne Roland Garros et ainsi de suite. Donc c'est des histoires humaines, et après il rentre sur la technicité du déplacement sur un court avec un fauteuil en carbone, et comment aller plus vite vers la balle et ainsi de suite. Donc il y a la mécanique qui rencontre l'humain, et c'est un peu l'histoire aussi de l'automobile, ce plaisir en fait qu'on peut avoir au volant d'une voiture ou à moto ou peu importe. En tout cas, les ingénieurs travaillent toujours, en tout cas chez Honda, sur ce plaisir destiné au client final. Alors avant les questions spontanées, tiens, c'est Pierre Fleck qui a posé là, le patron de Transbonhomme qui est là-bas, et puis notre ami Yves Alouette aussi, parce que vous êtes les plus grands tous les deux, donc je vous vois. Toi, côté émotion, avec une bonne bouteille ou alors un bon plat, quelles sont les 2 dernières émotions avouables, mon cher, bien sûr? Non, moi j'ai un penchant pour le blanc, sur le vin blanc. Alors après, tarte à la crème ou confiture, on parlerait peut-être de la Bourgogne, mais qui est ultra à la mode. Mais non, j'ai découvert une région, à force de la traverser, qui se révèle à mes yeux, c'est le Jura. Ah, très bien. Voilà, et plutôt parce sur le Chardonnay. Parce que le Jura spontanément, donc c'est très bien. Mais sur le Chardonnay, qui fait des choses de plus en plus incroyables. Et qui rattrape, parce que le Jura proche bien sûr de la Bourgogne, qui arrive à rattraper, je pense, la Bourgogne sur certains vignobles, et qui est absolument incroyable. Après le plat, ou le resto qui t'a marqué. Non, mais moi j'ai une passion pour la mer, donc c'est très simple. Moi je ne mange que des huîtres sans rien, avec du citron, ça me suffit. C'est bon ça, c'est pour ça qu'on est copains, Pierre. Moi j'avais envie de vous poser la question, quand est-ce qu'on aura des voitures sans conducteur? Alors, c'est une excellente question. Sans mauvais conducteur, plutôt. La question tombe bien, parce que Honda a été pionnier il y a peu de temps d'ailleurs, hein, c'était il y a une petite année maintenant, sur ce qu'on appelle la conduite autonome niveau 5, qu'on a finalisé. Donc la réponse, c'est que techniquement c'est possible aujourd'hui déjà. Et en tout cas, et on pourrait d'ailleurs, ce serait une bonne question à poser à Huawei juste après, parce qu'on a besoin de connectivité. Mais fondamentalement, la réponse maintenant appartient, je veux dire, aux politiques et à la réglementation. Il y a des questions qui se posent notamment sur l'assurance et sur les règles qui vont régir les responsabilités dans la conduite autonome. Chaque continent, enfin en tout cas chaque zone géographique est en train de plancher dessus. Il y a des zones plus en avance, comme les États-Unis, sur la réglementation, je parle, qui laissent les constructeurs du coup aller dans ce sens sur la conduite autonome.
sans conducteur. Mais pour réellement essayer de répondre à la question, je pense que la première conduite autonome qu'on verra sur nos routes interviendra dans le poids lourd. Et il y a un énorme projet sur les... Pas se tromper avec les poids lourds. non, mais il y a un énorme projet sur les voies d'autoroute à droite pour créer ce qu'on appelle un train roulant, c'est-à-dire la capacité de rentrer des poids lourds sur la voie de droite sur autoroute et les mettre en conduite autonome, c'est-à-dire que le camion de devant et derrière ont des distances électroniques, c'est-à-dire qu'en fait le conducteur ne touche plus son volant sur l'autoroute, ce qui permettrait de faire un Paris-Lyon sans plus aucun accident entre le poids lourd et les autres véhicules, parce qu'on sait tous que l'accidentologie sur les autoroutes vient du dépassement de deux poids lourds entre eux, qui parfois donc créent des dépassements aussi de voitures et engendrent des carambolages. Et donc, en fait, le poids lourd rentrerait sur l'autoroute, resterait sur cette ligne de droite. Sur la bonne vitesse. Voilà, exactement, calé. Et après, bien sûr, sortirait de ce train roulant en débrayant son système et en sortant de l'autoroute. Donc, je pense que la conduite autonome arrivera dans le transport de marchandises avant d'arriver chez le particulier. Et peut-être que des pods, là, pour aussi me projeter, notamment la mairie de Paris, donc il faudrait appeler Anne Hidalgo, il faudrait qu'elle démarre. C'est toi qui as dit que ça n'a pas l'air en 10 ans. Non, mais entre la place de la Bastille, maintenant que la rue de Rivoli est fermée à la circulation, on pourrait très bien imaginer des pods entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, avec des allers-retours, c'est-à-dire pour ajouter au transport en commun le transport, on va dire, sur la route, mais en ville, sur des axes bien ciblés qui seraient une alternative au tramway, mais sur des routes ouvertes. Enfin, ouvertes. En fait, elles sont fermées maintenant, mais voilà, qui permettraient de véhiculer les gens. Yorick, est-ce que tu roules en Honda? Alors, je garde un souvenir ému de ma Honda Concerto. Très bien. Magnifique voiture que j'ai dû malheureusement revendre. Donc, je ne roule plus en Honda. Vous n'auriez pas dû, parce que je pense qu'elle a dû prendre de la valeur. Elle aurait pris beaucoup de valeur. Non, question, alors on a parlé de l'électrique et de l'hydrogène. En effet, c'est assez passionnant. Quels sont vos autres gros engagements en termes de RSE, et notamment si vous faites de la motorisation pour des avions? Alors oui, on fait de la motorisation pour les avions avec un partenariat avec General Motors aux États-Unis. Enfin, Honda Jet aujourd'hui, c'est une réalité. On a de l'aviation d'affaires pour l'instant sur du 4 places, et on a un projet sur du 12 places. C'est un véritable succès, notamment sur cet avion qui a été award, 4 années consécutives meilleure vente mondiale sur sa catégorie, qui vient tout simplement du fait que justement Honda a mis 30 ans à développer ce Honda Jet, et on est le seul constructeur au monde à développer l'avion de A à Z, inclus le fuselage. Et la performance vient de l'ingénierie, notamment du sport, et notamment de ce qu'on a pu apprendre en Formule 1, c'est-à-dire la capacité à gérer le rendement des moteurs. Et aujourd'hui, ce Honda Jet est, de par aussi l'altitude de croisière, son jet sur sa catégorie qui consomme le moins en termes de carburant. Après, on travaille sur les carburants de synthèse, et il n'est pas exclu que l'aéronautique un jour rentre dans l'ère de l'hydrogène. Donc tout ça, Honda est extrêmement... Soichiro Honda disait... Quand il a créé Honda, il disait I want a company that society want to exist. Donc c'était le concept de dire qu'il ne fera que des choses pour aider la société à répondre à des attentes. C'est comme ça qu'ils ont créé le CVCC aux États-Unis au moment du Clean Act, où dans les années 70, choc pétrolier, on demandait à une consommation très faible sur les véhicules essence. Et Honda était le seul à faire cette technologie. Et au lieu de garder la techno, ils ont ouvert la techno aux autres constructeurs. Et c'est comme ça que Honda s'est lancé notamment sur le marché américain. Donc c'est vraiment dans notre ADN d'essayer de trouver les rendements les meilleurs en termes de puissance et de consommation. Dernière question, Paola. Voilà, le micro est juste derrière toi. Voilà, très bien. Oui, vous êtes sur le marché des leaders automobiles, parce que le marché français compte de beaux leaders. Comment, quand on a un challenger innovant, puisque je crois que vous avez une grosse puissance en R&D, on fait finalement pour exister, comment on fait pour se développer, et puis comment on voit demain? Alors, c'est une bonne question, et en tout cas, aux yeux de Honda, si je prends un peu de hauteur,
C'est vrai que pour Honda au niveau mondial, le marché européen est un formidable laboratoire, en tout cas de mise à l'épreuve de certaines technos. Notamment la Honda E, qui est la véhicule 100% électrique qu'on a lancé sur le marché, a été lancé uniquement sur le marché européen et sur le marché japonais, et uniquement sur ces deux marchés au niveau mondial, alors qu'on aurait pu très bien imaginer qu'on lançait cette voiture aux États-Unis, qu'on aurait lancé ces voitures en Chine, et on l'a pas fait. Donc je pense que Honda vient se frotter effectivement au marché européen parce qu'on reconnaît tous que ce marché est très exigeant et demande en tout cas beaucoup d'attention. Alors après, en termes de retour, d'expérience, Honda aussi est extrêmement présent sur la partie deux roues. Donc c'est vrai qu'il y a la dimension aussi de toute l'entreprise, notamment sur la partie deux roues, où là on a un lead un peu plus fort dans la mobilité, et notamment avec le développement du deux roues 100% électrique qui arrive dès l'année prochaine. Bon, il devait être formidable et brillant. Il a été, on l'applaudit très chaleureusement, Pierre Braun.